BBC, voici les titres à minuit. 400 000 documents secrets de l'armée américaine sur la guerre en Irak viennent d'être publiés. C'est une fuite, plutôt une inondation des centaines de milliers de documents secrets sur la guerre en Irak, publiés par le site Wikileaks. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Les atteintes à la vérité commencent bien avant la guerre et se poursuivent bien après la fin de la guerre. Sont-ils des héros des temps modernes? Des voleurs de feu qui viennent éclairer l'humanité? Ou bien juste des pirates informatiques irresponsables, avides de célébrité? Nous condamnons avec la plus grande fermeté. Wikileaks a livré au regard du public des milliers de secrets d'État. Julian Assange est-il un criminel? Assange devrait être exécuté. Leurs révélations vont-elles changer le monde? Peut-on faire confiance à des documents administratifs? C'est l'ingrédient de base, juste le début, pas la conclusion. Et que recherche vraiment le controversé Julian Assange? Internet doit être indépendant, en raison de tous les abus qui menacent le réseau dans le monde. Il y a des menaces de certains États qui pratiquent la surveillance massive, mais aussi des États qui attaquent des organisations comme Wikileaks uniquement pour avoir publié des documents. Ces menaces sont une pression inquiétante. Les États tentent de contrôler ce qui peut être publié ou communiqué au public, ce que l'on peut faire ou pas. 35 ans de prison, c'est le verdict pour Bradley Manning, le soldat américain condamné pour avoir divulgué des informations confidentielles, l'une des plus grandes fuites de l'histoire des États-Unis. Ça suffit. En dépit des pressions, Wikileaks est toujours en vie. Nous avons enquêté sur le réseau, ses forces et ses faiblesses, son mythe et sa part d'ombre. Pénétrer l'univers de Wikileaks n'est pas chose facile. Pour chacune de leurs opérations, ils se barricadent dans des bureaux interdits aux regards étrangers. Des locaux provisoires. À Londres, en 2010, Wikileaks s'était installé chez une fondation à but non lucratif, le Bureau of Investigative Journalism. Julian Assange venait parfois hanter les lieux. Il nourrit un mystère à la Matrix. Wikileaks existe dans un espace virtuel, mais aussi évidemment dans la réalité. Nous sommes une organisation internationale avec des moyens techniques, financiers et avec des gens partout dans le monde. Mais nos adresses ne sont pas publiques. On a de très bonnes raisons pour ça. Wikileaks a aussi des ennemis, le moins commode d'entre eux étant l'armée américaine, à qui ils ont subtilisé quelques centaines de milliers de documents internes. Nous voulons qu'ils nous rendent les documents et qu'ils effacent toutes les copies, qu'elles disparaissent définitivement. Au début, les menaces du porte-parole du Pentagone ont été proférées avec le sourire. Nous leur demandons de bien se comporter, de rendre ce qu'ils nous ont volé. Mais s'ils refusent, alors nous allons devoir trouver quelles autres alternatives nous avons pour les contraindre à se comporter comme il faut. Inutile d'en dire plus. Est-ce que vous possédez un téléphone portable? J'ai plusieurs téléphones portables, mais quand vous êtes dans ce genre d'affaires, il y a des procédures de sécurité que vous devez respecter pour éviter que votre mobile soit utilisé pour vous localiser. Ce sont des procédures utilisées par les services secrets ou les trafiquants de drogue. Les journalistes d'investigation ont beaucoup à apprendre de la façon dont les espions et les dealers se protègent.
L'histoire tient du mythe moderne. Avec une poignée d'ordinateurs, une bande de jeunes journalistes et de programmeurs se sont transformés en cauchemar majeur pour le dernier des super-pouvoirs. La légende de Wikileaks commence vraiment pendant la guerre en Irak. Dans une base militaire à 65 km de Bagdad, un jeune soldat américain classe sur ordinateur des documents du renseignement militaire, des rapports d'incidents, des vidéos de combats tournées par les militaires. Chaque jour, défilent sous ses yeux les preuves de l'horreur de la guerre au quotidien. Les civils innocents abattus par mépris, les milliers de cadavres qui passent inaperçus. Tout ce qui peine à percer dans les journaux télévisés. Ce soldat anonyme va découvrir une vidéo filmée depuis un hélicoptère Apache. Un accrochage confus dans les rues de Bagdad. À bien regarder les images, le soldat pense avoir sous ses yeux la preuve d'un crime de guerre. Le soldat va décider de désobéir aux ordres. Il prend le risque de copier la vidéo sur un CD-ROM. S'il se fait repérer, c'est la cour martiale. Alors il se fabrique un solide prétexte. On peut se demander comment il a réussi à copier autant de documents sans attirer l'attention. En fait, il disait aux gens, pendant qu'il copiait ces informations sensibles sur un CD-ROM, qu'il écoutait Lady Gaga. Ce n'était pas vrai, mais c'est ce qu'il expliquait. Alors les gens disaient « Ah ok, ça va, on comprend pourquoi il passe autant de temps devant son ordinateur. » Le jeune soldat est un dingue d'informatique. Dans l'univers d'Internet, Wikileaks est déjà célèbre. C'est un site qui s'engage à publier ce que la grande presse peut censurer. Wiki signifie mise à la disposition de tous, en toute sécurité. Nous avons mis au point un refuge anonyme. Nous recevons donc ces documents anonymement. Nous avons un puissant système pour protéger nos sources. L'Allemand Daniel Domscheit-Berg a participé à l'architecture complexe du site. Le système a été conçu pour que les lanceurs d'alerte restent anonymes. Cela pour les protéger. On ne sait pas d'où viennent les documents. Et les lanceurs d'alerte peuvent être sûrs que ces documents seront publiés intégralement, sans censure. La vidéo envoyée par le soldat est difficile à comprendre. C'est un document brut qu'il faut décrypter. La première fois que j'ai vu la vidéo, elle n'a pas eu beaucoup d'impact sur moi. Je ne savais pas où ça se passait, quand, dans quelles circonstances, qui étaient ces gens. C'est uniquement en étudiant leur démarche, en voyant comment ils étaient si détendus dans cette vidéo, si innocents, qu'on a mesuré à quel point ce carnage est scandaleux. Au printemps 2010, pour décrypter le film, les gens de Wikileaks vont s'installer en Islande, une île du Grand Nord européen menée au bord de la faillite par l'opacité des banques et la corruption. En Islande, les guerriers de la transparence vont tout naturellement se trouver des complices, notamment Kristin Arvson, un ancien journaliste d'investigation de la télé publique islandaise. Il installe l'équipe de Wikileaks dans une maison anodine, vite affublée d'un surnom militaire. Les rideaux de la maison étaient tirés. On était vraiment discret. Les propriétaires de la maison ne savaient pas ce que l'on faisait. On l'appelait le bunker, car les gens y restaient cloîtrés très longtemps. Julian Assange dirige l'équipe. La séquence dure 38 minutes. Il faut traduire les conversations en jargon militaire entre les pilotes et leur base. Au bout de quelques jours, ils comprennent enfin ce que montrent les images. C'est l'un des plus importants documents visuels de la guerre en Irak. Probablement aussi important que les photos de la prison d'Abu Ghraib.
L'action se passe en juillet 2007. Un hélicoptère Apache survole un quartier de Bagdad. Des soldats américains à pied vont bientôt arriver. L'hélicoptère est là pour voir ce qui se passe au sol, vérifier qu'ils ne vont pas être attaqués. Soudain, la caméra de l'hélicoptère repère un groupe d'Irakiens. 2 d'entre eux portent des armes. L'hélicoptère est en liaison radio avec le commandement à la base. Il demande l'autorisation de tirer. La vidéo était complexe à analyser. Je voyais bien que c'était incroyable, une sorte de massacre. Mais quand j'ai commencé à décrypter de plus en plus de détails, la vidéo est devenue de plus en plus émouvante. On a découvert qu'il y avait un journaliste de Reuters et son chauffeur. Parmi les victimes, les hommes de Wikileaks identifient Saïd Shmar, l'assistant chauffeur de Reuters, 40 ans, et le photographe, Nahir Noureldin, 22 ans. Le pilote de l'hélicoptère prend Namir et Saïd pour des insurgés et décide immédiatement que l'appareil photo est une arme. Un RPG, c'est de cette taille. Probablement 5 fois plus grand qu'un objectif d'appareil photo de 200 mm. C'est la peine de mort pour ces hommes. Aux États-Unis, nous avons retrouvé un témoin de la fusillade, un soldat américain démobilisé. Il était là ce jour-là, et pour lui, les premières rafales de l'hélicoptère sont justifiées. Là, on voit un homme avec un lance-roquette RPG, mais il n'y a pas de munitions dedans. Et là, il y a un autre homme avec un AK-47. Je peux comprendre la décision des pilotes de l'hélicoptère Apache de tirer sur ce groupe d'hommes, car ils voient la scène sur un tout petit écran vidéo noir et blanc, de cette taille à peu près. Donc, lorsqu'ils jugent s'il faut tirer, ils prennent leur décision dans le brouillard de la guerre. L'hélicoptère Apache est à environ 2,5 km de ces hommes. Quelques minutes plus tard, l'incident change de nature. La bavure devient un crime de guerre. Une camionnette noire s'approche pour porter assistance aux blessés. À l'intérieur du van, il n'y a pas de combattants, juste une famille avec 2 enfants. Les pilotes inventent une menace imminente et demandent au commandement à nouveau l'autorisation de tirer. Il y a des cadavres partout au sol. C'est alors que la vidéo de l'hélicoptère capte l'arrivée d'un groupe de soldats américains à pied. C'est dans ce groupe que se trouve le soldat Ethan McCord. Là, c'est moi. J'étais l'un des 6 soldats à pied qui couraient vers les lieux de l'incident. Le soldat décide de prendre des photos avec son propre appareil. On était en état de choc. Je n'avais jamais vu une telle chose. Au coin de la rue, il y avait ce qui ressemblait à 3 hommes, totalement déchiquetés par les balles de 30 mm. Ces balles font cette taille. Elles contiennent de l'uranium appauvri. Ça m'a semblé surréaliste, comme une scène d'un mauvais film d'horreur. Ethan McCord va réellement découvrir l'ampleur de la bavure en s'approchant de la camionnette.
À l'intérieur, il y a 2 enfants blessés, une petite fille de 4 ans et un garçon de 10 ans. J'ai pris une photo du garçon dans la camionnette. Au début, je croyais qu'il était mort car il avait une blessure sur la tempe et il ne bougeait pas. Quand je suis revenu dans la camionnette, il a bougé légèrement, il respirait. C'est là que j'ai crié « Le garçon est vivant! Le garçon est vivant !» Je l'ai attrapé et j'ai couru vers le char. À ce moment-là, le garçon m'a regardé. Je lui ai dit que tout irait bien, qu'il était sain et sauf avec moi. Et là, ses yeux se sont retournés. Je croyais qu'il venait de mourir dans mes bras. Après ça, j'étais en colère contre la guerre. Je ne comprenais plus ce que je faisais en Irak. J'étais en colère contre la mort et la destruction d'innocents. Ce n'est pas pour cela que je me suis engagé dans l'armée. En avril 2010, Wikileaks publie la vidéo sur Internet. À Bagdad, la famille des victimes découvre les images du carnage. Le père qui conduisait la camionnette est mort. Les 2 enfants ont miraculeusement survécu. La publication de la vidéo va aussi bouleverser la vie du soldat américain Ethan McCord. Aujourd'hui, l'Amérique est confrontée à la publication d'images de combat extrêmement crues, d'une guerre violente. Je venais de déposer mes enfants à l'école en avril 2010. Je suis rentré, je me suis fait un café, je me suis assis sur le canapé et j'ai allumé la télé. Je me suis vu en train de courir sur l'écran de ma télé avec un enfant dans les bras. J'ai tout de suite reconnu la scène et j'ai pris une énorme claque. J'avais passé tellement de temps à essayer d'oublier cet événement et voilà qu'on me le renvoyait en pleine figure. Aujourd'hui, Ethan McCord milite contre la guerre. Je n'avais pas compris à quel point la vidéo allait affecter les soldats qui étaient au sol quand ils se sont vus. 4 des soldats de cette unité sont devenus des objecteurs de conscience. 4 sur environ 22. Il y a une vidéo qui a fait beaucoup de bruit. Elle est intitulée « Meurtre collatéral ». J'étais dans cette unité au sol, c'est moi qui ai sorti les enfants de la camionnette. Quand je suis rentré d'Irak, j'ai essayé de parler de la guerre, mais personne ne voulait me parler. Tout le monde disait « encore un de ces vétérans dingues ». Mais lorsque la vidéo est sortie et que les gens ont réalisé que j'étais l'un de ces soldats, tout le monde a voulu me parler. Un mois après la diffusion de la vidéo, l'armée américaine va arrêter un soldat à Bagdad. Non pas le pilote de l'hélicoptère qui a ouvert le feu sur les civils, mais celui qui est soupçonné d'avoir fuité la vidéo à Wikileaks. Il s'appelle Bradley Manning. Bradley Manning est un jeune soldat de 22 ans, spécialisé dans les renseignements militaires, avec peu d'expérience dans l'armée. Il a décidé que des actes de guerre où des civils ont été tués et d'autres événements devaient être rendus publics pour que le peuple américain et le monde sachent ce qui se passe. Mais Manning est dénoncé au FBI par un ancien hacker. Ce jeune homme, Adrian Lamo. Les 2 garçons se connaissent, ils avaient des conversations sur Internet. Imprudemment, Manning lui avait tout avoué.
J'ai tout envoyé à Wikileaks. Dieu sait ce qui va se passer maintenant. J'espère un débat au niveau mondial, des réformes. Sinon, on est foutu. Après avoir dénoncé Manning, Adrian Lamo participe à New York à une réunion de hackers. Ils ne semblent pas tous approuver le geste du délateur. J'ai agi tout comme Manning a agi, en toute conscience. J'ai senti que c'était mon devoir. Je ne peux pas dire si Bradley Manning est une source ou pas, ou même une connaissance de la source. Il est en prison. Il risque une peine de 52 ans de prison et la peine pourrait s'alourdir. Une condamnation pour des actes politiques. Tel que je le vois, c'est le plus important prisonnier politique aux États-Unis. Il galvanise le mouvement anti-guerre aux États-Unis. Il est devenu un centralisateur qui rassemble tout le monde, une figure centrale pour laquelle les gens manifestent. Certes, quelques manifestants demandent bien la libération du jeune soldat, mais c'est bien peu face à la puissance de feu des commentateurs conservateurs, qui eux ont d'autres suggestions pour son avenir. Il y a des traîtres en Amérique. Celui qui a fuité ces documents à Wikileaks est un traître. Il doit être exécuté ou mis en prison à vie. Je pense que la seule peine possible, c'est l'exécution. Bradley Manning est incarcéré aux États-Unis dans une prison militaire de haute sécurité. Il est soumis à un isolement carcéral maximum, un traitement cruel selon le rapporteur de l'ONU sur la torture. Pendant son procès en 2013, Manning va reconnaître avoir fuité des documents sur la guerre pour alerter le public. 35 ans de prison, c'est le verdict pour Bradley Manning. Manning est reconnu coupable d'espionnage, mais blanchi de la plus grande accusation de collusion avec l'ennemi. Entre-temps, avec ces révélations, le site Wikileaks décolle vraiment. Cette célébrité soudaine lui vaut une augmentation de ses moyens financiers. Wikileaks est financé par des dons de personnes privées. 200 000 € par an pour les frais opérationnels. Vous aviez un salaire? Non, je n'ai jamais reçu de salaire et j'ai investi 35 000 € dans ce projet. Toutes mes économies. Wikileaks va désormais jouer dans la cour des grands et quitter le cercle des hackers. Juillet 2010, bienvenue en Afghanistan. Le site de révélation Wikileaks est de retour. La dernière fois, c'était l'Irak, maintenant c'est l'Afghanistan. À la une ce matin, la Maison-Blanche dénonce la publication de 90 000 documents militaires sur la guerre en Afghanistan. Pour la première fois, Wikileaks n'est plus seul à porter la mauvaise nouvelle. Désormais, les hackers sont associés à la grande presse. Le New York Times, le Spiegel et le Guardian. Ce sont des institutions de la presse internationale. Elles donnent de la force aux documents de Wikileaks. Voici le Guardian de ce matin. Il y a un dossier de 14 pages. Également dans Der Spiegel, 17 pages. Lors d'une conférence de presse, Julian Assange fait des débuts prometteurs devant les caméras. La vraie histoire derrière ces documents, c'est la guerre, avec sa succession d'événements dramatiques. Comment les hackers de Wikileaks, menacés par le Pentagone, ont-ils passé alliance avec 3 des plus sérieux titres de la presse mondiale? Aujourd'hui, les versions divergent. Un de mes collègues est allé à Bruxelles pour traquer Julian Assange.
Assange lui a confié que Wikileaks s'apprêtait à publier une énorme quantité de documents sur l'Afghanistan. Wikileaks voulait les balancer d'un seul coup sur Internet. Mais on a convaincu Assange que ce n'était pas une bonne idée, que ce serait bien mieux qu'il laisse des journaux de référence comme nous voir les documents pour les étudier. Le leader de Wikileaks n'a pas la même vision des choses. Le Guardian aime bien s'attribuer plus de mérite qu'il n'en a vraiment. Ils ont fait un très bon boulot et publié 14 pages. Ce n'est pas le Guardian qui nous a convaincus de traiter avec la presse traditionnelle. On fait ça depuis des années. Les gens du Guardian nous ont dit qu'ils ont dû vous convaincre de travailler avec la presse traditionnelle. Totalement faux. Wikileaks se présente comme un groupe issu de la contre-culture, une alternative à la presse traditionnelle. Ils se voyaient plutôt comme des hackers. Leur idéologie visait à renverser le capitalisme, je crois. Maintenant, ils se définissent plutôt comme des éditeurs. Sur l'argent, en tout cas, les deux hommes sont tombés très vite d'accord. Ils vous ont vendu les documents? Non, absolument pas. Il n'a jamais été question d'argent. Pour analyser les documents, un quartier général international est mis en place dans les locaux du Guardian à Londres. Des journalistes arrivent des États-Unis et d'Allemagne. J'ai été envoyé à Londres par le New York Times au début du mois de juin pour aider le Guardian à étudier les documents qui venaient de Wikileaks. Au 4e étage, on a installé un bureau secret. Personne n'avait le droit d'entrer. On appelait ça le bunker international, la salle de guerre. Il y avait 92 000 documents, des rapports d'incidents, des rapports de combat en Afghanistan et sur la frontière avec le Pakistan. On a beaucoup travaillé pour décoder ces documents. Certains d'entre eux étaient écrits dans un jargon militaire presque incompréhensible, plein d'abréviations et d'acronymes. Une des découvertes de ces documents, c'est que les services de renseignement pakistanais, l'ISI, soutiennent certains talibans et d'autres insurgés en Afghanistan pour déstabiliser les forces occidentales. Le contenu des documents est tel que le New York Times se sent le devoir d'en parler aux plus hautes autorités américaines à Washington. Nous sommes allés à la Maison-Blanche. On leur a dit on a eu accès à 92 000 documents militaires secrets sur la guerre en Afghanistan. Wikileaks va les publier. Nous y avons eu accès ces dernières semaines et nous pensons que nous avons été responsables en filtrant certains passages. Nous ne les publierons pas tous. On a demandé à la Maison-Blanche, est-ce que vous avez des objections? Il faut nous le dire tout de suite, avant qu'on les publie. La Maison-Blanche a consulté le Pentagone et la CIA, et ils ne nous ont demandé que des changements mineurs. Dans les documents de Wikileaks, il y a aussi des noms de certains collaborateurs locaux des troupes américaines. En Afghanistan comme en Irak, l'armée américaine a recours aux services de traducteurs et de guides. Aux yeux des insurgés, ces hommes sont des traîtres. Pour éviter d'être reconnus, ils sortent masqués pendant les opérations aux côtés des militaires américains. Divulguer et publier leur nom est dangereux. Au Pentagone, l'organisation Wikileaks est désormais dénoncée comme criminelle. Les conséquences sur le champ de bataille après la publication de ces documents sont potentiellement graves et dangereuses. Monsieur Assange peut dire ce qu'il veut sur l'intérêt général que lui et ses sources pensent se servir. La vérité demeure qu'ils ont déjà peut-être sur les mains le sang d'un jeune soldat ou d'une famille afghane. Bien sûr, c'est regrettable d'avoir publié des noms sur notre site.
Mais le Pentagone a exagéré de façon dramatique et ridicule en disant que Wikileaks avait du sang sur les mains. Venant de la part d'une organisation dont on peut dire qu'elle a justement pas mal de sang sur les mains, c'est plutôt hypocrite. Pour l'instant, personne n'a souffert suite à nos révélations. À Londres, en octobre 2010, Wikileaks convoque le gratin de la presse mondiale. Cette fois, ils ont des révélations à apporter sur la guerre en Irak. Depuis plusieurs semaines, Julian Assange échappait aux caméras. Ce matin-là, il est venu s'exposer au flash. De toute évidence, il a changé de dimension. Voilà, cela s'appelle les War Logs sur le site de Wikileaks. C'est une interface pour permettre d'analyser les 400 000 documents. Au sein de Wikileaks, certains reprochent à Julian Assange de capter toute la lumière. L'approche de Julian était de se dépêcher pour sortir ses fuites explosives. En se concentrant uniquement sur ces fuites. Oui, pour y gagner en popularité. Mais ce n'est pas mon approche. Je me fiche de la popularité. C'était la bonne approche pour construire son personnage, pour être l'homme de l'année du magazine Time. Mais ce n'est pas la bonne approche si on veut respecter les idéaux de cette organisation. Ça suffit. Les révélations irakiennes s'affichent une fois de plus en une des grands journaux. Il y a des centaines de milliers de mémos internes de l'armée américaine, des rapports de mission, une masse d'informations décryptées notamment au Bureau of Investigative Journalism à Londres. C'est une compilation de 390 000 rapports dans une même base de données. Ce sont 6 années de guerre de l'armée américaine en Irak. Leur point de vue, ce qu'ils disaient en interne, c'est exceptionnel. La réalité qui remonte à la surface diffère de la version officielle. Une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont allés en Irak était d'empêcher Al-Qaïda de s'étendre. Or, dans les 3 premières années des rapports, Al-Qaïda n'apparaît pas. La grande guerre contre les combattants étrangers d'Al-Qaïda, c'est l'histoire simple que le gouvernement américain sert au grand public. En vérité, les hommes qui les combattent sur le terrain sont la plupart du temps des insurgés irakiens, souvent des nationalistes chiites armés par l'Iran, comme l'indiquent les documents des services secrets. Bientôt, ces milices, formées d'Irakiens chiites, vont faire la guerre à d'autres Irakiens, les sunnites. La guerre civile devient incontrôlable et extrêmement meurtrière. Après l'Allemagne et les Anglo-Saxons, Wikileaks s'est trouvé un partenaire supplémentaire, le journal Le Monde. Les francophones rentrent dans la boucle. Wikileaks poursuit sa conquête du monde. Ce ne sont pas des journalistes classiques, puisqu'ils ont besoin de nous. Hein. Ce sont des intermédiaires, si vous voulez, plus que des médiateurs, des intermédiaires, mais qui ont un rôle crucial. Après, nous, notre rôle, c'est d'expertiser tout ça, de l'analyser, de le décortiquer, de le déchiffrer, de le décrypter. Et c'est ce qu'a fait notre petite équipe. Les 2 spécialistes de l'Irak se sont plongés dans les documents. Ils en ont mesuré la force et les limites. Mais est-ce que tu l'as, la page là? Ah oui, voilà. C'est vraiment la banalité du mal d'une occupation militaire d'un pays, quel qu'il soit. La limite du document Wikileaks, c'est que dans la plupart de ces dépêches, les soldats mentent aussi. Ils transforment leur rapport de mission. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ça, c'est la grande limite de ces rapports, c'est que ça montre le quotidien vu par les soldats, mais ça ne montre pas la vérité toujours de la guerre d'Irak. Donc il faut relativiser un peu ce qu'on trouve là-dedans. Il y a beaucoup de manques, il manque beaucoup de choses, malheureusement. Nous avons pu nous livrer à une expérience passionnante, tester la validité des documents aux mains de Wikileaks par une enquête de terrain. L'événement traité remonte à 2006. C'est une prise d'otage géante au cœur de Bagdad, un véritable traumatisme pour les Irakiens. Qu'en disent les mémos militaires aux mains de Wikileaks ?
Est-ce que vous pouvez regarder un événement qui s'est déroulé en 2006? Il y avait eu une prise d'otage de 150 personnes au ministère de l'Éducation supérieure à Bagdad. J'y étais le lendemain. Regardons ça. Flashback. Bagdad, novembre 2006. Nous sommes au pire de la guerre civile. Chaque matin dans les rues, on retrouve des dizaines de cadavres. Certains portent des menottes toutes neuves aux poignets. Le 14 novembre, dans un bâtiment du ministère de l'Éducation supérieure, a lieu ce qui restera comme la plus grande prise d'otage de la guerre. 150 civils enlevés d'un coup. L'opération est d'autant plus audacieuse qu'elle se passe en plein cœur de la ville, dans le secteur le plus sécurisé. Que s'est-il passé? Des gens en uniforme de policiers sont entrés dans le ministère et ont emmené tous ceux qui s'y trouvaient. Dans le bunker de la zone verte de Bagdad, le porte-parole de l'armée américaine va faire une déclaration. L'explication officielle est simple, ce sont des terroristes déguisés en policiers qui ont acheté leurs uniformes au marché aux puces. C'est exactement ce que ces extrémistes veulent créer. Ils se procurent des uniformes de police, ils se déguisent en policiers. Alors que c'est la police qui tente de ramener la sécurité et la stabilité dans ce pays. Ils font cela pour tenter de discréditer ce gouvernement. La version des terroristes déguisés est aussi celle contenue dans les mémos militaires détenus par Wikileaks. Et curieusement, ce qui fut le plus grand kidnapping de la guerre est à peine évoqué. Voyons ce que l'on obtient si on recherche enlèvement dans la rubrique détention et kidnapping. Les gens kidnappés sont du ministère de l'Éducation supérieure et de recherche scientifique. Les kidnappeurs sont arrivés dans un bus, ils ont mis les hommes dans un autre bus. Les kidnappeurs sont partis vers le nord. C'est la 9e armée irakienne qui a reçu cette information. Et ils n'ont pas plus d'informations que ça. Non. C'est étonnant, ils ont moins d'informations que ce que j'ai eu sur le terrain. Oui, c'est étonnant. De petits incidents sont parfois plus couverts que de gros événements. En fait, les mémos des militaires exposent des informations fausses. Le bruit court dans Bagdad, les kidnappeurs ne sont pas des terroristes déguisés en policiers. Ce sont au contraire de vrais policiers, des membres d'une unité spéciale. Le lendemain, nous nous rendons devant le ministère frappé par le kidnapping. Il est désert, seuls des policiers de quartier gardent le bâtiment. Dès qu'on aborde la prise d'otage avec eux, les silences se font lourds. Là-bas, il y a un témoin, le type qui joue au domino. Il était là ce jour-là, il a tout vu. Vous avez pensé que c'était de vrais policiers ou vous avez eu un doute? Franchement, ce que j'ai vu, ils faisaient partie du gouvernement. Il n'y a pas que moi qui le dis. En plus, venir ici, au cœur de Bagdad, et occuper toute une rue avec une trentaine de véhicules officiels, c'est pas des terroristes, ça. C'est le gouvernement. Mais quel gouvernement? Ça, je sais pas. Nous allons découvrir que l'attaque du ministère est le résultat d'un règlement de compte entre deux partis politiques irakiens, on ne peut plus légaux, des partis de gouvernement. L'un est sunnite, l'autre chiite. L'insurrection et les terroristes, déguisés ou pas, n'ont rien à voir là-dedans. C'est ce que nous confirmera à demi-mot le chef des services secrets. Tout le monde le sait. C'est une des milices très présentes à Bagdad qui a commis cet enlèvement. La prise d'otages dénonce l'état de chaos du pays et il est très inquiétant. En novembre 2006, on se fait donc la guerre à l'intérieur même du gouvernement irakien. Une information embarrassante, absente des journaux télévisés occidentaux,
mais aussi des mémos militaires détenus par Wikileaks. Avec tous ces documents, ce que vous voyez, c'est ce que voient les yeux de l'armée américaine. Si l'armée se trompe ou qu'elle est aveugle, alors les informations sont fausses. C'est exact, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que les documents n'ont pas de valeur. Il y a peut-être des rapports d'une agence de renseignement qui a enquêté sur ce qui s'est passé. Et que vous n'avez pas. Oui, nous ne les avons pas. Ce sont d'autres rapports, détaillés, rédigés par la CIA ou d'autres. C'est comme les déclarations de n'importe qui, vous devez analyser leur motivation à amplifier certaines choses, à en minimiser certaines autres. C'est la base de toute investigation. C'est juste le départ d'une enquête, pas la conclusion. Wikileaks ne voit que ce que l'armée veut bien voir. Et on touche peut-être ici sa limite. Et maintenant, Wikileaks va à nouveau secouer le gouvernement américain. Alerte Fox News, les États-Unis tentent de contrôler les effets des nouvelles révélations explosives de Wikileaks. Pour le gouvernement américain, la série noire continue. En novembre 2010, on apprend que Wikileaks a confié des centaines de milliers de câbles diplomatiques aux mêmes journaux, plus le quotidien de langue espagnole El País. Des messages confidentiels émis par les ambassades américaines partout sur la planète et envoyés à Washington. La diplomatie américaine apparaît dans sa plus grande nudité. La question du jour, est-ce que le site Wikileaks doit être qualifié d'organisation terroriste? Aux États-Unis, une véritable furie se déclenche contre Wikileaks et ses alliés. Ce type est une menace absolue, pas juste contre la sécurité de l'Amérique, mais contre la sécurité globale. Je pense qu'Assange devrait être exécuté. Obama devrait lancer un contrat contre lui ou peut-être utiliser un drone. À Paris, le journal Le Monde détient 250 000 de ses documents diplomatiques. Ils sont publiés au compte-gouttes. Wikileaks, contrairement à sa nature profonde et à ses origines, a accepté, là, de nous laisser la main, parce qu'Assange savait très bien que ces documents, il ne pouvait rien en faire. Il savait très bien que c'était trop sensible. On a lu les documents, effectivement, là-dessus, les Américains ont raison, on est d'accord, ça mettrait beaucoup de gens en danger. Et donc, ils nous laissent la main et on décide, enfin, nos meilleurs experts décident de toutes les identités à protéger. L'embarras est terrible pour les États-Unis. On découvre, par exemple, que les fonctionnaires des Nations Unies étaient espionnés jusque dans leurs détails les plus intimes. Cette directive d'Hillary Clinton réactualise une directive précédente de 2004. Ça, c'était sans doute l'une des révélations qui a le plus embêté les Américains, parce que là, ça les concerne directement. Cette demande d'Hillary Clinton d'espionnage sur les diplomates, qui sont censés tout de même être plutôt des analystes, de se transformer en espions avec des choses très précises de collecte. Ça va d'informations tout à fait anodines à des informations personnelles, comme des numéros de carte de crédit, etc., et même à des ADN. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils volent des cheveux sur les encolures ou des coupes de champagne, enfin bon, il y aura encore un peu de salive, enfin en tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais ça veut dire que cette directive a été envoyée à toutes les ambassades. À l'ONU, consigne a été donnée, pas de commentaires sur les révélations. En revanche, au niveau mondial, presque tous les gouvernements protestent contre Wikileaks, notamment en France. Ces informations volées, distillées par doses homéopathiques, en les sortant du contexte, voilà, ça, je pense que c'est ignoble pour nos pays. Voilà, c'est dramatique. Renaud Muselier n'a pas de mot assez dur contre l'excès de transparence prôné par Wikileaks. Pourtant, cet ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères a eu à affronter le mensonge d'État et ses conséquences les plus meurtrières. Mes chers collègues, toutes mes déclarations sont aujourd'hui corroborées par des sources solides. En 2003, Renaud Muselier était le numéro 2 de la diplomatie française. À l'ONU, il a vu les Américains tenter de convaincre la planète d'entrer en guerre contre l'Irak. La France est contre la guerre, elle s'oppose aux Américains. Ces conclusions sont indiscutables et irréfutables. Là, vous avez le grand moment de mensonge absolu.
incroyable où il nous montre les sites, etc., en nous expliquant que ces hangars sont des endroits où il y a des armes à destruction massive. Les Américains présentent des documents. C'était une manipulation. Aurait-il été légitime de révéler ce mensonge d'État au grand public, comme Wikileaks le préconise? Pour l'ancien ministre, la réponse devient soudainement difficile. Le jour où Colin Powell montre sa petite fiole à l'ONU, est-ce que vous savez qui ment? On sait qu'il ment sur les armes à destruction massive nucléaires. Comment vous le savez? Parce que le système de renseignement, les échanges d'informations, les recoupements entre les différentes nations font en sorte qu'on a l'intime conviction que les armes à destruction massive côté nucléaire n'existent pas. Et sur un plan moral, est-ce que vous pensez que ça aurait été légitime qu'on communique au public des documents secrets qui révèlent qu'en fait, il y avait gonflement du danger de la menace irakienne? Pour ma part, je ne suis pas favorable à la totalité de la transmission de ces informations. Je pense que l'État, un État puissant, doit avoir des sources d'informations pour amener à une bonne décision. Est-ce qu'il peut mentir au public? En l'occurrence, là, ils ont délibérément menti, en tout cas. Ouais. Est-ce que ça, c'est juste? Sachant qu'il y a 5000 jeunes Américains qui sont morts, il y en a des dizaines de milliers ça c'est notre débat. Ça, c'est notre débat. Mais au-delà du drame humain pour les Américains, il y a le drame humain pour les Irakiens, mais il y a un drame absolu pour l'équilibre mondial, à cause de ce, quelque part, entre guillemets, mensonge. Qu'est-ce que vous attendez de ces révélations? J'espère que cela va avoir un effet dissuasif pour mettre fin aux conduites immorales pendant la guerre. Que cela empêche des crimes de guerre en Irak et ailleurs. Que cela donne aux victimes de la guerre en Irak un sens de la justice. Une meilleure compréhension de comment se passe la guerre et comment la guerre se passe mal. C'est ce que l'on peut espérer de mieux. Après la publication des câbles diplomatiques, la pression sur Assange devient considérable. Il y a des infos qui disent qu'il y a 120 personnes sous les ordres d'un général, en dehors du Pentagone, qui enquêtent en permanence sur nous. Les services de renseignement de l'armée et du FBI parlent d'une Wikileaks War Room. Il y a en ce moment aux États-Unis des projets de me poursuivre, moi et d'autres, pour espionnage. Vous dormez bien la nuit? On publie beaucoup d'informations, on a un grand impact sur le monde. La communauté des renseignements et de la défense aux États-Unis représente peut-être 1,5 million de personnes. Donc finalement, 120 personnes, ce n'est pas grand-chose. Ces publications à répétition ont donné à Julian Assange une aura de rockstar dans les milieux universitaires. Il fait le tour de la planète et parle dans des conférences devant des parterres de fans. Assange devient le visage de Wikileaks. La presse du monde entier se passionne pour lui. Pour son numéro 2, l'Allemand Daniel Domscheit-Berg, c'est une trahison des idéaux de Wikileaks. Les deux hommes s'affrontent, par conversation électronique évidemment. Tu te prends pour un empereur ou un esclavagiste? Tu es suspendu pour 1 mois. Effet immédiat. Il m'a suspendu parce que j'étais déloyal et pour insubordination. Il utilise tout le temps une étrange terminologie militaire avec les gens qui travaillent avec lui. Vous vous êtes senti trahi? Oui, parce que je ne l'ai jamais trahi. Ni Wikileaks d'ailleurs. Au mois d'août 2010, la célébrité d'Assange va lui jouer un tour. En Suède, 2 jeunes femmes l'accusent d'avoir refusé de mettre un préservatif lors de rapports amoureux consentants. La justice suédoise décide de poursuivre Assange pour viol.
Une procédure d'abord annulée par un premier juge, puis rétablie par un second quelques semaines plus tard. Toute la planète est au courant de ces déboires. Tout cela est très bizarre. C'est une sorte de cirque médiatique. C'est clairement une campagne de diffamation. Qui est derrière? On ne sait pas. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté à Londres dans le cadre d'une enquête. En décembre 2010, Assange est arrêté en Angleterre. Devant les enquêteurs, il reconnaît une relation sexuelle consentante, mais dément le viol. Il est emprisonné une semaine, car la justice suédoise a lancé un mandat d'arrêt. Pendant 1 an et demi, Assange va tenter d'éviter son extradition vers la Suède. En vain, son ultime recours est rejeté. Coup de théâtre, le 19 juin 2012, alors qu'il doit être expulsé, il se réfugie dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour demander l'asile politique. Je demande au président Obama de faire ce qui est juste. Les États-Unis doivent renoncer à leur chasse aux sorcières contre Wikileaks. Au-delà de l'affaire en Suède, Assange craint une expulsion vers les États-Unis. Il reste confiné dans un bureau de l'ambassade d'Équateur. C'est là que nous l'avons rencontré à nouveau. Suite aux violentes attaques contre Wikileaks au moment de la publication des câbles diplomatiques, beaucoup de jeunes sur Internet se sont radicalisés politiquement. Avant cela, ils ne réalisaient pas à quel point Internet permettait d'avoir un réel impact politique et qu'il fallait absolument défendre ce droit. Tant de gens expriment des opinions sur Internet, apprennent, échangent des expériences. Avec la répression contre Wikileaks, le printemps arabe, les différentes censures, les projets de surveillance massive, on met en danger, doucement mais sûrement, la liberté d'opinion, les valeurs et les principes. Jean-Marc Manac est un journaliste d'investigation français. Il a collaboré plusieurs fois avec Wikileaks sur les Spy Files, ces révélations sur les entreprises privées européennes de surveillance massive de l'Internet. Le système de surveillance Amesis a été utilisé non seulement pour espionner des Libyens qui vivent en Libye, mais aussi pour espionner des Libyens qui vivent en Angleterre et aux États-Unis, ainsi qu'un avocat britannique et 2 consultants financés par le Congrès américain. C'est un personnage, c'est un caractère quand même, Julian. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'il a un rapport aux médias, un rapport aux journalistes, qui est généralement assez agressif. On le présente souvent comme quelqu'un comme ça, d'assez acariâtre, assez... Alors qu'en fait, quand on commence à pas le faire chier avec des questions, alors ça fait quoi de demander l'asile politique à l'Équateur? Bah oui, j'ai pas le choix, je fais ce que je peux, il est enfermé, à cause de ses actions politiques. Septembre 2013, malgré les pressions politiques, Assange et ses partenaires journalistes poursuivent leurs enquêtes sur les réseaux d'espionnage des communications. Le principal enseignement, c'est que les États-Unis ont mis en place un arsenal paranoïaque où ils veulent espionner l'intégralité des télécommunications. Mais comme ils veulent espionner l'intégralité des télécommunications, il faut énormément de gens pour le faire. Donc aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de personnes qui ont une clearance, comme on dit en anglais, c'est un accès aux documents confidentiels. 5 millions de personnes aux États-Unis, dont 500 000 contractants privés. C'était évident qu'un jour, il y aurait un Bradley Manning. C'était évident qu'un jour, il y aurait un Edward Snowden. Edward Snowden, l'ancien consultant de la CIA, a divulgué un document qui prouve que Washington recueillait les relevés téléphoniques et espionnait l'activité Internet de millions de personnes. Notre gouvernement fédéral conserve une trace de tous nos appels téléphoniques. Les révélations font scandale. Snowden n'a pas fuité ses infos à Wikileaks, mais à 2 journalistes de presse écrite. Il a fui les États-Unis et témoigne depuis Hong Kong. Je suis comme tout le monde. Je n'ai pas de compétences particulières. Je suis juste un type qui va à son bureau tous les jours et qui voit ce qu'il se passe et qui se dit « Ce n'est pas à nous de décider, mais au grand public, de décider si ces programmes et ces pratiques sont légales ou non. » Depuis Londres, Assange va envoyer une collaboratrice aider Snowden, qui obtiendra finalement un asile provisoire d'1 an en Russie. L'ampleur des révélations de Snowden, c'est sidérant. Ça confirme ce qu'on soupçonnait depuis très longtemps, sauf que maintenant on a les noms, on a les budgets, on a les modes opératoires, on n'a pas forcément tous les détails, mais on montre qu'effectivement la NSA essaye de se donner les moyens de pouvoir violer
toutes les télécommunications. Les ingrédients essentiels d'une nouvelle contre-utopie totalitaire transnationale sont aujourd'hui réunis. Le moteur, les roues et le châssis sont en place, la clé est sur le contact, et il ne reste plus qu'à démarrer. Et en réalité, cela a déjà commencé pour certaines personnes, comme pour les musulmans par exemple aux États-Unis. La loi ne s'applique pas de la même façon si vous êtes un militant musulman ou un militant non musulman. La loi dépasse son cadre initial, que tout le monde avait accepté à cause du 11 septembre. Cela va maintenant plus loin, et avec Wikileaks, nous voyons que cela s'étend même à un média. Sous la pression considérable du gouvernement américain, et avec moins de moyens de financement, le fonctionnement de Wikileaks est entravé. Mais le site publie toujours des documents. Et même si les lanceurs d'alerte demeurent vulnérables, en l'absence de protection légale efficace, des secrets sensibles continuent à fuiter sur Internet, chez Wikileaks comme ailleurs. Les gouvernements n'ont pas fini de se faire des cheveux blancs.